bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir, d'accueillir nos 4 intervenants et de vous tous à cette masterclass sur le leadership sobre, comment réussir autrement. Vaste sujet. Un déroulé rapide. On va avoir un témoignage donc de Romain, expert sur le sujet, et ensuite de nos 3 intervenants qui pourront partager leur expérience sur ce sujet aussi. Et ensuite, il y aura un temps d'intelligence collective, donc vous serez en petit groupe pour vous partager des conseils et des challenges. Moi, je suis Juliette, je travaille pour Ticket for Change et je suis là pour vous guider et modérer cette masterclass d'aujourd'hui. Romain, je vais te laisser la parole pour introduire le sujet. Bonjour à tous. Effectivement, la thématique des universités d'été de l'économie de demain ne pouvait pas mieux tomber. Tout le monde parle de sobriété en ce moment. Les responsables politiques, on a eu un discours de la Première ministre hier, les mouvements citoyens, les entreprises. Pourtant, quand on parle de sobriété, il y a selon moi un risque. C'est celui d'en faire le nouveau concept à la mode, qui ne signifie pas beaucoup plus qu'une vague responsabilité sociale des entreprises relookée. Prenons un exemple qui nous concerne tous, dans notre quotidien. Depuis peu, une déclinaison de la sobriété concernant notre alimentation fait florès. Il s'agit du mot flexitarien. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Il y a quelques années, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui définissent ainsi le rapport à leur alimentation. Or, force est de constater que personne ne sait exactement de quoi il s'agit. D'ailleurs, ceci explique peut-être cela. Savez-vous qui a investi ces dernières années plusieurs millions d'euros en publicité et en influence pour promouvoir ce concept de flexitarien ? Interbev, le lobby de la viande. L'idée de dire en substance, continuez à manger de la viande tout en ayant bonne conscience. Cette forme de récupération marketing pose, selon moi, problème quand on sait, par exemple, que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, devant l'ensemble des activités de transport. Revenons à nos moutons, si j'ose dire. Pour être crédible, la notion de sobriété en entreprise doit être, selon moi, la plus concrète et la plus tangible possible. Nous pouvons parler, comme l'a fait un excellent article dans Le Monde d'Eva Sadoun récemment, de sobriété salariale. Quel est l'écart de salaire entre le plus haut et le plus bas dans l'entreprise et comment mieux répartir les richesses? Nous pouvons parler de sobriété énergétique et numérique. Quel est l'effort en ligne avec les accords de Paris que font les entreprises pour maîtriser et réduire drastiquement leur impact environnemental? Et dans ce cas, quels sont les arbitrages et les sacrifices en termes de croissance, de coûts d'investissement, etc., que l'entreprise est prête à réaliser? Enfin, ce qu'il me semble le plus important, il faut s'intéresser à la sobriété du modèle économique des entreprises. En lien avec les intervenants qui vont suivre, voici quelques pistes possibles pour mettre la sobriété au cœur du modèle économique des entreprises. Tout d'abord, la question de la circularité. Penser son activité autour de filières de recyclage, de réparation, de réemploi, etc. Deuxièmement, la fonctionnalité. On va avoir des exemples tout à l'heure. L'important est l'usage du produit que l'on fabrique. Il s'agit donc de repenser les modes de production pour inciter les consommateurs, je dis bien inciter les consommateurs, à utiliser les biens en fonction de leurs besoins plutôt que de les acquérir. La gestion concrète, enfin, des entreprises doit aussi évoluer. Un exemple concret, les normes comptables prévoient des durées d'amortissement de 1 à 10 ans aujourd'hui. Or, un business model sobre suppose d'investir dans des biens de meilleure qualité et donc potentiellement plus chers, qui devraient pouvoir s'amortir sur 15 ou 20 ans. Nous le voyons, en fonction de la stratégie et de l'ambition des entreprises, la sobriété peut être un concept marketing creux ou l'amorce d'un changement de pratique concrète. Je pense que les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs qui vont suivre sont bien placés et les mieux placés pour en parler. À tout à l'heure. Merci Romain. Vous voyez à l'écran un code barre Klaxoon que vous pouvez scanner pour poser vos questions sur Klaxoon.
pour Romain ou pour les 3 témoignages qui arrivent. On les prendra à la fin des témoignages. Je vous préviens d'avance, les timings sont réduits, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions malheureusement. On va passer à nos 3 témoignages. Nous avons parmi nous Adrien, qui est cofondateur de la coopérative Common, Charles, qui est président fondateur de Léa Nature, et Hélène Bernico, qui est directrice générale de Crédit Mutuel Arkea. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Merci. Merci. Je vais vous poser quelques questions à chacun pour orienter votre témoignage. Je vous propose qu'à chaque début de témoignage, vous présentiez en quelques mots quand même votre entreprise, si ça vous va. On va commencer par Adrien. Adrien, tu as créé Common début 2018 avec une ambition très forte, mettre la sobriété au cœur de tout ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh bien, alors, on est 4 à l'avoir lancé, hein, je ne suis pas tout seul. Mais effectivement, au départ, on n'avait pas pensé le mot sobriété comme étant un des piliers de notre coopérative, mais on l'a fait sans vraiment s'en apercevoir, puisque récemment, je regardais dans le préambule de nos statuts, il n'y a aucune occurrence du mot sobriété, alors que c'est vraiment un jalon très très fort chez nous. Donc, ce qu'on propose chez Common, c'est de la location longue durée sans option d'achat de terminaux électroniques plus responsables. C'est-à-dire, on va proposer des offres d'abonnement où le client bénéficie d'un usage et non plus d'un produit qu'il aurait acquis. Donc, ça va être l'appareil plus tout un panel de services qui vont accompagner le client dans la durée pour favoriser la durabilité des terminaux. Et donc, cette offre-là, on la destine aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Et aujourd'hui, donc, on a déployé plus de 3000 appareils en France, en Belgique, en Allemagne, puisqu'on s'est lancé sur l'Allemagne cette année. Donc, au niveau de la sobriété, ce qu'on essaye d'avoir comme approche, nous, c'est de toujours, déjà, dans un premier temps, questionner le besoin. C'est-à-dire que aussi bien vers les particuliers que vers les pros, pour les particuliers, par exemple, un client qui viendrait sur notre site web, il va avoir un call to action, un bouton qui va l'interpeller « en ai-je besoin ?» S'il clique sur ce bouton, il va être amené sur un coupon pour investir chez nous, pour éventuellement souscrire plus tard parce qu'on considère qu'il est déjà équipé. Après, s'il en a véritablement besoin, son appareil est tombé en rade, là, à ce moment-là, il peut souscrire notre offre le moment venu. Ensuite, la sobriété dans le service, ça va être aussi inciter les clients à conserver le même appareil. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des rythmes d'innovation qui sont complètement aberrants par rapport aux finitudes de nos ressources naturelles. Dans le secteur électronique, on a un nombre d'externalités qui est pléthore. Et donc, si on continue à sortir chaque année des nouveaux modèles avec des campagnes de pub pour dire « Regardez, on a 4 caméras, un téléphone compatible 6G, etc. », c'est bien évidemment qu'on va susciter par la vente et les approches marketing des actes d'achat. Et donc nous, nos offres, elles sont dégressives dans le temps, c'est-à-dire que les mensualités, elles diminuent sur 5 ans pour inciter les gens à garder le même appareil. Après, la sobriété, ça va être aussi la façon dont on va mettre en place un modèle circulaire. Donc on l'a dit, l'avantage de l'économie de la fonctionnalité, c'est de garder la main sur les produits qu'on met en circulation. C'est-à-dire que les produits qu'on met en circulation aujourd'hui, il constitue un réservoir de pièces détachées. Donc, après un premier cycle de location, on récupère les appareils, par exemple un smartphone. Si il n'est plus réparable, s'il est réparable, on le remet dans une boucle de location. S'il ne l'est plus, on va l'utiliser comme pièce détachée pour réparer notre appareil. Et donc, de cette sorte, on peut allonger la durée d'exploitation des composants au-delà même des appareils. Après, il faut garder en tête que la meilleure sobriété aujourd'hui, c'est quand même de se passer de terminaux. Mais bon, dire ça aujourd'hui dans une société qu'on connaît, c'est quand même compliqué. Mais on espère un jour pouvoir lancer une offre de sevrage de smartphones. Alors, on ne l'a pas encore conçue, mais elle va venir, je vous le garantis, puisqu'on a un prochain produit là, vraiment un peu amiche sur les bords, qu'on espère proposer. Mais parce qu'il faut sortir de cette ultra-connectivité individuelle. Vraiment, c'est la mutualisation des terminaux au niveau, vraiment, voilà, on ne peut pas continuer ce suréquipement. Il me semble qu'une de vos plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à vous organiser en coopérative
alors que le marché il est plutôt rempli. Oui, effectivement, on fait face plutôt à des startups licornes avec un seul O qui lèvent des milliards pour développer des innovations qui servent à rien. Alors nous, on lève pas des milliards, mais on s'est lancé en société coopérative d'intérêt collectif. C'est un statut qui, pour le coup, on a inscrit dans nos statuts une limitation salariale de 5 fois le SMIC. Il y a 57% des excédents qui sont obligatoirement réinjectés dans les réserves impartageables de la coopérative pour stabiliser l'activité de l'entreprise. La rémunération du capital y est quasi impossible. Enfin, c'est très 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 limité. Et c'est très intéressant parce que ça permet de fédérer l'ensemble des parties prenantes au sein du projet. Et donc, chez Common, les clients, s'ils le souhaitent, ils peuvent être sociétaires, avoir accès au bilan comptable, au rapport d'activité et questionner nos politiques tarifaires. Donc, ça nous incite, dès le départ de la conception des offres, à avoir une approche d'intérêt collectif. Et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise la coopérative comme un levier de plaidoyer, justement pour aller faire face aux startups dans des sphères d'influence, puisque aujourd'hui, la force de frappe d'influence du secteur privé, elle est astronomique. Et on estime que des petits acteurs comme nous se doivent d'essayer d'aller prendre un siège dans des endroits où on va pouvoir plaider, par exemple, pour l'interdiction de la pub pour les produits électroniques. Alors, on ne va pas gagner cette victoire demain, mais on a l'intention de la porter tout de même. Et l'idée, c'est que, par exemple, là, on est sur le groupe de travail de l'indice de durabilité. Et bien là, la petite victoire qu'on aimerait pouvoir faire passer, c'est de faire reconnaître l'utilisation des logiciels libres comme un vecteur de durabilité, parce que nous, on accompagne nos clients vers les logiciels libres parce que c'est plus sobre pour plein de raisons. Et donc, dans le cadre de l'indice de durabilité, mais là, c'est une victoire honnête, c'est un petit pas de petit pas. Hein. Mais bon, comme en face, on a les acteurs traditionnels du marché, si on arrive déjà à faire passer ça, ben, ça sera une petite victoire assez sympathique. Merci. Je crois qu'on a 5 minutes 54. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose quand même ? Bah écoutez, sur la sobriété, je pense que j'ai à peu près dit pas mal de choses. Mais oui, questionner le modèle de l'entreprise, questionner le besoin, aussi bien dans ses politiques internes, hein, c'est-à-dire que nous, on essaye de plus prendre l'avion pour les raisons pro. En fait, sur notre site, si vous allez sur l'onglet à propos, il y a 2 colonnes, cohérence, incohérence, ce dont on est fier et ce dont on est moins fier, pour pouvoir progresser. Et donc, on a affiché, on a encore des comptes Facebook, on est encore sur Google Drive, mais bientôt ça va changer, on passe sur Nextcloud là, à la rentrée, etc., etc. Donc on a plein de jalons comme ça d'amélioration, mais ceux dont on n'est pas très fiers, on le met quand même. Ça nous permet de garder en ligne de mire ce qui ne va pas, quoi. Merci. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Klaxon. On va passer au témoignage d'Hélène. Hélène, merci d'être parmi nous. Vous êtes à la tête d'un groupe de banques, assurances coopératives et mutualistes qui a obtenu le statut d'entreprise à mission en 2022. Niveau le plus exigeant en termes de responsabilité environnementale et sociétale, vous êtes une des premières banques à obtenir ce statut. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez réussi à amener une entreprise de 11 000 personnes vers ce niveau-là ? Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis à la tête de Crédit Mutuel Arkea, directrice générale, une direction générale que je partage avec une autre femme. Et donc on est effectivement un binôme féminin à la taille d'une banque, alors qu'on qualifie de taille intermédiaire. Pour une banque, taille intermédiaire, ça veut dire 11 000 collaborateurs, 5 millions de clients, une quarantaine de filiales. Et néanmoins, c'est très original dans le paysage bancaire français, puisqu'on est la seule à être de taille intermédiaire. Très attachée à cela parce que quand on parle de réussir autrement, en réalité, c'est tout notre enjeu d'être plus innovant, plus ouvert et apporter en fait des solutions nouvelles pour répondre, j'allais dire, aux défis de notre temps. C'est ce qui a toujours conduit notre banque et sa stratégie. Et ça nous a conduit effectivement en 2022 à arriver à obtenir ce statut d'entreprise à mission. Entreprise à mission, ça veut dire quoi pour une banque ? Ça veut dire allier performance économique et avancée sociétale environnementale. Nous non plus, on n'avait pas pensé au terme sobriété, j'allais dire, mais je crois qu'on est en plein dans le mille. Et donc avec un enjeu de mettre au cœur du modèle d'affaires de la banque cette notion d'équilibre entre le financier, l'extra-financier, et ce qui conduit à transformer littéralement le modèle de la banque pour réinventer en fait à la fois nos manières de réfléchir, nos manières de mesurer, nos manières également de communiquer, de nous évaluer.
Alors comment on l'a fait ? D'abord, ça a été, je crois que ce qui est très important, c'est que ça a été, il y a eu plusieurs étapes. On a la chance d'être une banque coopérative aussi, ce qui fait qu'on a nos clients qui sont au cœur de la décision, qui sont représentés par des administrateurs, même représentants des sociétaires clients. On a aussi une vraie cohérence, un attachement en fait à tout ce qui est humain et un attachement à l'impact que l'on peut avoir sur notre environnement. Et on a la chance de pouvoir travailler un petit peu sur le long terme, puisqu'on est une banque, mais on n'est pas coté. Donc ça nous permet quand même d'avoir anticipé un peu ces problématiques-là. Donc on a travaillé sur la responsabilité sociale de l'entreprise depuis 2014, progressivement un plan stratégique qui vise en fait à revoir la manière de prévoir nos offres, en systématiquement prévoyant un enjeu financier, un enjeu extra-financier, donc dans la prise de décision même, systématiquement intégrer ces deux enjeux-là. Et ça nous a conduit donc en 2022 à avoir ce statut d'entreprise à mission. Par rapport au leadership, j'ai envie de dire, et à la sobriété, il y a vraiment deux axes. Il y a à la fois comment on arrive à amener l'ensemble du collectif vers cette nouvelle vision et vers ce nouveau modèle d'affaires. Et puis le deuxième axe, effectivement, qui est loin d'être simple sur une entreprise de cette taille-là, c'est comment on change les manières, j'allais dire, de manager, de faire vivre l'entreprise, puisque ça part de là aussi, comment on arrive finalement à générer, à susciter l'intelligence collective des collaborateurs. Donc peut-être sur le premier point, revenir sur le modèle d'affaires et sur un sujet qui est absolument clé, qui est à la fois un enjeu et un sujet sur lequel on essaye de travailler, qui est le sujet de la mesure. Donc effectivement, on est entreprise à mission, on a posé un certain nombre d'engagements, d'objectifs, ça c'est un des premiers points, il faut que les dirigeants s'engagent, ça c'est clair, et il faut que les dirigeants s'engagent de manière concrète, avec des plans d'action dans toutes les entités, et liés forcément à leur sujet, leur modèle d'affaires. La deuxième problématique qu'il existe, c'est que aujourd'hui, des normes, j'allais dire comptables, financières, on les connaît. Aujourd'hui, les stratégies d'entreprise, elles sont souvent évaluées en fait au regard de ces résultats économiques. Et tout notre enjeu, c'est de réussir à mesurer justement cette performance extra-financière que l'on peut dégager. Et donc, en tant que financier, on a choisi en fait de travailler ce sujet-là pour exprimer en euros les externalités positives et négatives que l'on pouvait avoir en tant que banque dans notre environnement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre comme enjeu au niveau de la banque, c'est que la banque elle a un enjeu propre en tant qu'entreprise. On parlait tout à l'heure de l'exemplarité, par exemple dans les modes de déplacement, dans le fait d'éteindre ou pas, j'allais dire, la lumière, dans le fait de limiter les déplacements domicile-travail. Mais la banque, surtout, elle oriente les financements et les investissements. Et donc, tout notre enjeu en tant que banque, c'est de faire en sorte d'orienter ces financements, ces investissements vers des activités durables. Et pour ça, on a besoin de mesurer. Et donc, on a travaillé à une mesure en euros. Pourquoi en euros ? Puisqu'en fait, on veut mettre au même niveau les enjeux financiers, les enjeux extra-financiers. On les a placés au cœur de la direction financière du groupe, au cœur des décisions du groupe. C'est effectivement quelque chose de capital, quelque chose que l'on va faire dans le temps, puisque j'en parle là de manière assez simple, mais en réalité, c'est extrêmement complexe. Et ça nous oblige, en réalité, à capter la donnée de nos clients. C'est-à-dire à faire prendre conscience nos clients que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la donnée extra-financière sur ce qu'ils font. C'est-à-dire tout ce qu'ils vont faire et l'impact qu'ils vont avoir sur la société. En tant que banque et financeur, ça va avoir un impact sur justement notre impact dans l'économie. Donc un engagement fort avec l'entreprise à mission, une mesure. Et puis on a à cœur aussi au Crédit Mutuel Arkea de préserver la singularité d'un modèle. Je le disais tout à l'heure, on a une banque de taille intermédiaire, on est les seuls en France à être de cette taille-là, et on pense qu'en fait la taille intermédiaire, ça nous permet d'être effectivement plus agile, de pouvoir plus facilement adapter nos modèles. Ensuite, on a une banque territoriale avec deux sens. D'abord, on a nos centres de décision en région, et donc on a une proximité, un lien particulier avec la région et les acteurs qui y vivent. Donc quand on parle beaucoup d'économie circulaire, d'écosystème, en fait, nous, nos collaborateurs principalement vivent dans ces régions-là. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, on a une banque, je le disais tout à l'heure, particulièrement attachée aussi au bien-être de ses collaborateurs. Et donc là, c'est le volet intelligence collective. Donc, on essaye au maximum, je parlais tout à l'heure d'un plan stratégique. Le plan stratégique, on l'a travaillé avec nos 2000 collaborateurs. On a fait en sorte qu'il y ait vraiment une logique de terrain. C'est-à-dire les actions, elles viennent du terrain, et ensuite le plan stratégique, c'est l'ensemble qui résulte de tout ce qui remonte du terrain.
On a été extrêmement actifs également sur le volet de la mixité, l'égalité entre les hommes et les femmes, avec un dispositif d'ambassadeurs, faire en sorte aussi que les entreprises, et notamment les banques, puissent permettre aux femmes d'être présentes à tous les niveaux dans l'entreprise. Ça aussi, ça nous paraît essentiel, tout simplement pour qu'on puisse bénéficier de l'ensemble des talents. Et puis le dernier point, exigence permanente, c'est effectivement mettre en place un mode de leadership qui favorise le travail ensemble. Ça suppose un peu d'humilité, beaucoup même. Ça suppose souvent de mettre un peu de côté son ego et de regarder en permanence la mission. Ça suppose aussi vraiment des qualités d'écoute. Et quand je le dis, c'est pas si simple que ça, puisque souvent, en tant que dirigeant, on pense avoir la solution, on pense avoir raison, et on va plutôt chercher dans ce qu'on entend chez les autres, ce qui concorde avec ce qu'on pense. Donc en fait, une qualité d'écoute permanente. Donc ça, c'est vraiment ce nouveau mode d'être et cette nouvelle manière de faire société que l'on essaye d'inculquer partout dans l'entreprise. Voilà, donc la sobriété, je terminerai en disant qu'on est vraiment attaché à une notion d'équilibre à tous les niveaux. Hein. Donc je pense que la sobriété, c'est aussi un équilibre entre le financier, l'extra-financier, aussi au niveau des collaborateurs, entre les hommes, les femmes, entre le présentiel, le distanciel, finalement entre le long terme, le court terme. Et donc on a cette notion d'équilibre vraiment à réintroduire dans l'ensemble de nos sociétés. C'est ce qu'on essaye de faire, j'allais dire modestement, au Crédit Mutuel Arkéa. Merci. Merci pour tous ces conseils que vous partagez aux ces entreprises. Une dernière petite question, un des sujets auxquels vous donnez énormément d'importance, c'est l'incarnation. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des pistes sur comment réussir à incarner votre vision, cette vision-là, à l'échelle d'un groupe ? Alors d'abord, je crois que l'incarnation, elle doit être collective. Ça, c'est un point qui est très important. Elle doit être collective et elle passe aussi par la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs adhèrent au projet d'entreprise, comprennent. J'allais dire, ils n'attendent que ça en réalité. Et faire en sorte, on est aussi très attaché donc, à la notion de partage. Je parlais tout à l'heure et c'est vraiment pas anodin. On est 2 femmes à la tête de ce groupe. On a un comité exécutif et puis on a un groupe coopératif. Un groupe coopératif, ça veut dire un lien avec des administrateurs qui sont représentants de nos clients et des clients qui sont pris avec le terrain. Voilà, donc en permanence, nos idées, on les partage, nos idées, on les challenge. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais c'est souvent extrêmement utile. Et donc, voilà, l'incarnation, elle est d'abord collective. Et ça, je crois que c'est assez nouveau, en réalité, dans le monde de l'entreprise. On a tendance à penser que le chef, il sait tout et il est là pour donner la vision et imposer. Et en fait, nous, on essaye de remettre beaucoup de décentralisation, beaucoup de partage, de collectif. Et honnêtement, pour les chefs et le chef ou la chef que je suis, c'est extrêmement agréable et ça donne beaucoup de sérénité que de pouvoir partager à la fois l'ensemble des décisions et en même temps la manière de les incarner, de les porter tout simplement. Merci beaucoup. Nous allons passer au 3e et dernier témoignage avec Charles. Donc toujours, je rappelle, le klaxon. Vous pouvez voter pour les questions des autres. Comme ça, on prendra celles qui sont à la tête de file. Charles, merci d'être parmi nous aussi. Bonjour à toutes et à tous. En octobre, vous avez décidé de transmettre progressivement le contrôle du capital à un fonds de dotation d'intérêt général que vous avez créé pour l'occasion. Pourquoi avoir fait ça et quelles sont vos motivations ? Alors en 2 mots, Léa Nature, donc c'est une entreprise que j'ai créée il y a 29 ans qui réunit 2000 salariés sur 25 sites. 60% c'est le développement historique et 40% c'est constitué d'acquisitions de PME territoriales qui sont toutes dans les transformations de produits bio. On opère dans le domaine de l'alimentation, de la santé et de l'hygiène beauté à travers de nombreuses petites marques. C'est un marché encore assez fragmenté. Et donc effectivement, s'est posé il y a quelques années la question de la transmission de l'entreprise. Alors faut savoir que on est depuis une vingtaine d'années, on va dire, après les premières années de balbutiement et de développement rapide, orienté sur une bio plutôt locale, sur un impact environnemental maîtrisé, qui fait qu'on est devenu entreprise à mission en 2019,
On était la première ETI à s'engager dans cette voie-là. On a une fondation depuis 2011 et on est membre du 1% Planète, 1% for the Planet, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter le site, qui est une organisation qui fédère les entreprises qui s'imposent un impôt volontaire à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires sur une part de leur activité ou la totalité, ce qui représente pour nous entre 2,5 millions et 3 millions d'euros par an de contribution aux ONG, évidemment environnementales, et que donc il y avait une question qui était sous-jacente à la transmission, c'est la pérennité des engagements, des valeurs et du positionnement de l'entreprise dans le temps. Et c'est vrai qu'une des convictions profondes au départ, c'était de faire des produits naturels et bio bénéfiques pour la santé, respectueux de l'environnement, donc et si possible ancrés dans les territoires, c'est-à-dire de s'inspirer des modèles d'économie circulaire ou de circuits courts, de transformer les produits au plus près des champs ou des zones de production agricole et les acheminer avec également le bilan carbone le plus maîtrisé possible vers les clients finaux. Donc finalement, c'est une exploration un petit peu des différentes solutions qui nous a conduit à constater que dans certains pays du Nord, comme la Suisse, le Danemark ou l'Allemagne, il y avait pas mal de grosses entreprises qui appartenaient en fait à des fondations. Alors en France, le statut de fondation actionnaire n'existe pas, donc en fait, il y a eu quelques précédents, comme le journal La Montagne, comme Chicorée-Leroux, qui ont utilisé des associations ou d'autres structures pour pouvoir transmettre la majorité du capital à un fonds, on va dire, philanthropique, c'est-à-dire dont la vocation n'est pas gagner de l'argent, mais de servir à l'intérêt du bien commun. Et puis, finalement, il y a quelques pionniers qui se sont engagés dans l'utilisation du fonds de dotation. Le fonds de dotation qui est finalement une fondation simplifiée, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui doit être doté au départ et dont la mission préliminaire est de redistribuer, entre guillemets, les fruits de la dotation initiale pour l'intérêt commun. Et en fait, il y a plusieurs entreprises qui se sont regroupées autour d'une communauté qui s'appelle De Facto, voilà, qui réunit ces entrepreneurs qui étaient engagés dans cette réflexion-là, et donc qui est animée par le cabinet Profil, P-R-O-P-H-I-L, qui est le spécialiste du lien entre l'économie et la philanthropie. Donc il y a une vision un petit peu idéaliste et un petit peu utopique dans cette démarche-là, que de considérer que l'économie peut rester performante, peut garder l'ADN de l'entreprise tout en étant finalement détenue par un actionnaire à vocation philanthropique. Donc on a créé effectivement ce fonds de dotation par apport de titres, hein, donc il n'y a pas d'intérêt fiscal, c'est vraiment donner progressivement des titres. Donc la structure du capital, vous allez voir, c'est amusant par rapport à la présence de ma voisine. Donc c'est 63%. Donc ce fonds de dotation, la holding qui s'appelle en fait CK Investissement. Et donc j'ai commencé à donner 10% des titres au fonds de dotation et par acte testamentaire la totalité s'il m'arrivait quelque chose. Et après je vais les céder progressivement, voilà, au fur et à mesure, mais tant que je suis actif entre guillemets. Et encore à la direction opérationnelle de l'entreprise, c'est un peu difficile de se déposséder à la fois du capital et à la fois du pouvoir d'exercer, même si on est effectivement dans un système de gouvernance partagé. Ensuite, il y a effectivement des partenaires financiers qui sont là depuis une vingtaine d'années, et le Crédit Mutuel Equity qui détient 6% de Léa Nature, qui était présent en fait chez Equibio, qui est une société qui nous a rejoint en 2009, plus la BPI pour 1% et BNP Paribas pour 1%. Il y a les salariés pour un peu plus de 6%, dont la vocation est de devenir le deuxième partenaire, enfin le deuxième actionnaire après le fonds de dotation. Et donc ce fonds de dotation qui va devenir majoritaire de l'entreprise. Alors il y a quelques autres exemples, je citerai Bureau Vallée, que vous connaissez peut-être dans les biens d'équipement de bureau, le groupe Naos également, qui a la marque Bioderma par exemple, ou Estéderm, et puis également le groupe Archimbaud, qui est dans le bois, qui se sont engagés dans cette voie-là en transmettant une partie déjà du capital de l'entreprise à un fonds philanthropique. Et donc l'idée finalement c'est d'avoir 3 étages. Alors parce qu'évidemment il est interdit de mêler les intérêts d'un fonds de dotation ou d'une association avec celle d'une entreprise qui a un but quand même d'investissement, de création d'emplois et lucratif. Donc il y a donc le fonds de dotation qui en fait veille à
à ce que les engagements de l'entreprise et le pacte, entre guillemets, dans lequel l'entreprise exerce son activité soient respectés. Donc pour nous, comme je disais, c'est faire des produits bio, naturels, bénéfiques pour la santé et locaux, empêcher la délocalisation. C'est ensuite une strate intermédiaire qui est la holding de tête, qui va donc, elle, superviser la gouvernance de l'entreprise, et puis ensuite, effectivement, un directoire ou en fait un conseil d'administration qui vont piloter les affaires opérationnelles. Et donc il faut absolument qu'il y ait un organe intermédiaire entre l'organisation philanthropique et la tête de l'entreprise pour pouvoir faire ça. Voilà, donc le fonds de dotation s'appelle FICUS, c'est un nom qui a été trouvé par une de mes filles, qui veut dire Fonds d'initiative citoyen aux initiatives citoyennes utopiques et solidaires. Voilà, donc il n'y a pas un objet très fléché par rapport à notre fondation qui œuvre plutôt dans le lien entre l'alimentation et la santé, ou la résilience alimentaire des territoires, ou le lien par rapport effectivement à tout ce qui est utilisé dans l'industrie conventionnelle et les substances un petit peu néfastes pour la santé. Il n'a pas non plus un lien direct avec le 1% planète, dont l'objectif est vraiment de soutenir des ONG qui travaillent sur la prévention, la pédagogie ou la réparation, entre guillemets, des zones naturelles. Mais c'est plutôt d'essayer de soutenir des initiatives nouvelles qui vont viser à transformer la société grâce aux dividendes que le fonds de dotation va capter. Alors c'est vrai qu'il y avait une forme de sobriété historique parce que l'entreprise a pu se développer assez rapidement parce qu'on ne distribuait qu'entre 0 et 20-25% des bénéfices au maximum et que donc automatiquement l'entreprise a pu se développer, faire des acquisitions et des investissements. Mais donc il y aura en fait aujourd'hui un fonds d'amorçage qui est à peu près de 550 000 euros au service du fonds de dotation, et à terme, si tout va bien pour l'entreprise, ça sera plusieurs millions qui seront mis au service de ça. Donc la forme de sobriété, finalement, c'est aussi de dire qu'il n'y aura pas d'exigence de remboursement de la transmission, il n'y a pas non plus de suprématie familiale à dire que les enfants vont être nantis avant d'avoir réellement réalisé leur vie professionnelle, et il n'y a pas d'exigence pour à la façon d'un LBO ou d'un MBO de devoir rembourser en fait le capital et d'exiger une politique de court terme pour le développement de l'entreprise, puisque en fait les actions seront apportées à titre gratuit. Donc du coup, l'entreprise va pouvoir continuer à travailler, et c'est un peu le propre du développement durable et de la bio, de travailler sur du long terme sans exigence de forte rentabilité à court terme. Merci beaucoup pour le témoignage. On va passer à un rapide temps de questions-réponses qu'on va afficher normalement. Vous avez toujours le temps de voter pour faire remonter des questions dans la liste si vous le souhaitez. Et on va faire ça scolairement. On va prendre donc la première. Comment une banque comme le Crédit Mutuel pousse-t-elle la transformation de ses clients et organisations? Distingue-t-elle ses services et frais pour les ESS, EA, EI, etc., VS économie classique? Alors, donc, le sujet de l'équilibre effectivement entre le financier et l'extra-financier, c'est d'abord, j'en parlais tout à l'heure, la sensibilisation des clients. Donc on fait les choses progressivement, mais effectivement on intègre dans toutes nos offres progressivement l'effet de l'impact de nos clients sur l'environnement, sur la société. Je peux prendre par exemple l'exemple de ce qu'on appelle le pré-pacte. C'est un prêt dont le taux en fait est réduit d'année en année en fonction d'une notation ESG, une notation extra-financière par une entité externe indépendante de l'entreprise, et au fur et à mesure que l'entreprise s'améliore en fait dans sa notation, on va réduire le taux d'intérêt que l'on propose à cette entité. Donc ça c'est un premier exemple, et petit à petit on arrive à démultiplier et proposer dans l'ensemble de nos offres le fait quelque part de favoriser et d'encourager nos clients à aller vers plus de sobriété, en tout cas la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans leur modèle d'affaires pour les entreprises et dans leur quotidien pour les particuliers. Merci.
Alors, il y a une question qui vient de prendre la tête. Quelle est votre définition de réussir? Peut-être Adrien, C'est une vaste question. Personnellement, je dirais arriver à concilier la conscience de l'urgence et son activité professionnelle en limitant au maximum les dissonances cognitives. Donc ça, c'est ce que moi je vis au quotidien, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de ma coopérative, je peux concilier ce que je perçois de l'avenir et mon activité pro. Et les plus gros jalons pour l'instant de réussite qu'on a, parce que nous on est jeunes par rapport aux deux intervenants qui participent avec moi, clairement quand on a commencé à pouvoir ouvrir des CDI, c'était assez symbolique, parce que pour avoir une personne proche de moi qui avait énormément de mal à trouver un travail qui faisait sens, permettre à des gens de venir travailler chez nous et voir la motivation qu'ils ont à rejoindre notre entreprise, pour moi c'est un des meilleurs facteurs de réussite que j'ai avec notre coopérative aujourd'hui. Et puis ensuite, comme je le disais, si on arrive à faire passer à un moment donné une petite mesure amiche au détour d'un véhicule législatif, ça serait une sacrée réussite. Mais bon, là, soyons clairs, c'est de l'ordre de l'utopie pour l'instant. Mais on va y arriver un jour peut-être. Merci. On va prendre une dernière question. Leadership sobre égale se fixer des limites. Quels exemples concrets pouvez-nous vous donner au sein de vos entreprises? Charles, est-ce que vous voulez répondre à cette question? La question, c'est leadership sobre. Se fixer des limites. Quels exemples concrets dans votre entreprise? Oui, alors, disons que là, je vais plutôt parler de la dimension environnementale, même s'il y a des sujets sociaux aussi importants. On a éradiqué tous les diesels de la flotte des commerciaux. Historiquement, la France a beaucoup soutenu en fait, la motorisation diesel parce que c'était quand même l'apanage, enfin une force de ces constructeurs. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de choses cachées et que ce n'est pas forcément en termes d'impact environnemental, même si c'était fiscalement aidé, la solution idéale. Donc en attendant de pouvoir migrer totalement vers des solutions de véhicules à hydrogène, hybrides ou électriques, ce qui a commencé à se faire, mais sur lesquels les critères d'autonomie ne sont pas suffisants pour le personnel qui se déplace. Voilà, donc c'est une mesure, c'est un vrai pari, c'est accepter aussi un surcoût, mais au profit, je pense, de la société. Puis c'est aussi cofinancer l'acquisition de vélos, de véhicules électriques, d'avoir des primes de déplacement doux pour les collaborateurs. Voilà, c'est aussi à travers le comité éthique chez nous qui a droit de veto, si je puis dire, sur des sujets philosophiques ou éthiques, en fait, qui peuvent relever peut-être de différentes dérives potentielles en matière publicitaire, en matière d'usage quotidien. C'est les éclairages basse luminescence, c'est la généralisation aussi des énergies renouvelables dans nos sites, l'éco-conception. Donc on a plusieurs organes qui peuvent saisir en fait la gouvernance de l'entreprise sur des points d'inflexion pour demander à ce qu'un certain nombre de pratiques soient éradiquées et qu'elles soient réorientées dans d'autres domaines. Voilà, ça existe depuis longtemps et on se rend compte que sur le long terme, c'est très bienfaisant, même si ça bouscule souvent les habitudes à court terme. On avait éradiqué également, il y a une quinzaine d'années, les bonbons en plastique qu'on avait dans les bureaux. Alors, on le dit aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais il y a 15 ans, ça ne l'était pas. Et on a mis en place des distributeurs d'eau avec effectivement de l'eau filtrée, osmosée, etc. Voilà, donc je pense que c'est être attentif à toutes les petites évolutions et à toutes les initiatives de l'ensemble des collaborateurs qui doivent pouvoir revenir en dehors de la hiérarchie pour pouvoir être pris en compte justement par la direction de l'entreprise et contribuer au meilleur bien-être et au meilleur équilibre environnemental dans les conditions de travail possibles. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage et je vais laisser Romain conclure cette table ronde. Merci. Donc rapidement pour ensuite qu'on ait le temps de discuter ensemble. Je pense que une des questions qui se posent quand on parle de sobriété en entreprise, c'est jusqu'où aller.
et on avait l'exemple du Crédit Mutuel Arkea qui qui travaille sur la question de l'évaluation et de l'évaluation financière. Je pense que c'est un élément essentiel et de mon point de vue, cette évaluation ne doit pas être uniquement technique, mais doit être aussi l'occasion d'un débat démocratique dans les entreprises pour associer justement autour de cette question jusqu'où aller dans la sobriété, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je développe. Ça doit pouvoir, ces questions peuvent se résoudre en impliquant les salariés, les consommateurs, les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, de mon point de vue, a un avantage ou un coup d'avance, puisqu'elle peut activer de manière concrète des mécanismes démocratiques. Encore faut-il le faire, et la sobriété peut être justement l'occasion pour l'ESS de renouveler également le projet démocratique. J'avais d'autres pistes, mais je vais juste terminer par dire que finalement le changement dans les entreprises autour de cette question de sobriété viendra aussi de notre comportement de consommateur, bien évidemment. Et quand on voit le développement d'entreprises en France ou dans le monde comme Amazon, qui est quand même l'exemple type du contre-modèle de sobriété, on peut quand même avoir quelques doutes sur la prise de conscience des consommateurs que nous sommes. Mais il n'est peut-être pas encore trop tard pour agir, je l'espère, et on va le voir ensemble. Merci. Merci beaucoup Romain pour cette conclusion. Juste sur Amazon, au-delà des consommateurs, le gouvernement a refusé de mettre en place un moratoire sur les entrepôts du e-commerce de plus de 4000 m², mesure qui a été portée par les examinataires qu'on défendait, et on a fait une bataille législative de fou, ça n'a pas abouti, mais franchement, il faut quand même se questionner aussi sur toujours mettre la charge sur les responsables, sur les consommateurs, c'est un levier, mais il faut mettre en place des mesures structurantes pour limiter l'arrivée de ces gros GAFAM qui bouffent tout sur leur passage. Parce que juste nous arrêter de consommer chez Amazon, c'est pas ce qui va leur faire capoter, parce que leurs bénéfices ils sont sur le cloud. Donc. Merci.